Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.fr. Notre conférence du jour est parrainée par Brinks et elle a pour thème Retail et pouvoir d'achat, la nouvelle donne. Pour en débattre comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux, vivants, en pleine forme et souriants. J'ai cité Michael Gabé, Jean-Claude Trichet, Anne-Sophie Alsif, Eudes Morgan, Yanis Messaoui. Et on débute cette conférence par l'intervention de Michael Gabé, le président de Brinks France. Quelques mots de Brinks, mais pas trop. Donc Brinks, c'est une société de taille moyenne de 3500 salariés qui assure des prestations de mise en circulation historiquement du cash en France, mais pas que. Désormais, en fait, c'est l'intérêt pour nous de s'intéresser de plus en plus aux flux, qu'ils soient physiques ou digitaux, qui circulent dans l'économie, puisque notre nouveau positionnement depuis maintenant plus de 2 ans, c'est d'infogérer des parcs d'automates, donc de gérer des transactions physiques. On a notamment depuis désormais 2 ans travaillé à un projet qui a vu le jour à la fin de l'année dernière, et donc à peu près un quart des distributeurs de billets en France désormais, ceux du groupe BPCE, sont infogérés par le groupe Brinks. Donc toutes les transactions que vous pouvez faire sur une caisse d'épargne ou sur une banque populaire, il y a Brinks derrière qui assure l'infogérance de toute la chaîne de traitement des flux financiers, physiques, puisqu'on fait également toute la partie réconciliation avec le cash, et également toute la partie transactionnelle. Donc on fait déjà de la transaction, ce qui est très nouveau pour Brinks. C'est un positionnement un peu un virage à 180 degrés pour l'entreprise. Ça, c'est pour la partie équipement physique. Et on fait également tout ce qui est maintenant transaction digitale. Donc en fait, on essaye de ne pas être passéiste. On essaie de s'intéresser aux transactions digitales. Donc on peut également maintenant déposer de l'argent ou bien payer certaines prestations dans un bureau de tabac en cash, et on convertit ce cash, nous, en fait, en flux digitaux. Donc voilà, donc un petit peu de mots sur Brinks. Et nous, ça nous intéresse les flux. Pourquoi ? Parce qu'on a une activité qui est très volatile. On joue sur des flux financiers qui sont physiques et digitaux. Et ce qui se passe, c'est que les différents soubresauts de l'économie depuis 3 ans font que le jeune chef d'entreprise que je suis doit s'adapter à peu près tous les mois ou tous les 2 mois à une nouvelle donne. Donc un coup c'est le Covid, un coup c'est l'inflation, et je crois que M. Trichet nous en parlera largement, qui refait surface. Et derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui doivent être là, s'adapter, être agiles. Donc le grand mot pour aujourd'hui, c'est l'agilité. Et donc plutôt que de regarder le cash en se disant combien de temps ça va encore durer, puisque du cash, il y en aura quand même pendant un certain temps en France encore, nous, on s'intéresse maintenant à comment on peut jouer avec les nouvelles tendances de l'économie et des flux associés. Oui, tu es proche aussi des buralistes, par exemple, tu fais pas mal de choses avec eux. Oui, on a un réseau en fait, de 2000 buralistes désormais qui sont affiliés à Brinks et qui permettent d'encaisser ou déposer de l'argent. Donc le principe, c'est on a tous des applications où on peut en fait payer en ligne, et là en fait on peut maintenant digitaliser du cash. Donc on dépose du cash et sur son compte en banque, ou bien pour payer une croisière. Il y a Corsica Linea par exemple qui est un client à nous, et on peut acheter ça effectivement. Il y a MAE également qui travaille avec nous maintenant, donc on peut payer des prestations. On va bientôt pouvoir payer aussi des factures NJ, donc en cash. Donc en fait nous on essaie de s'appuyer sur les nouveaux médias pour pas parler de flux de cash justement maintenant, mais de flux. Et ils sont financiers, ils sont physiques ou ils sont digitaux aujourd'hui. Donc on essaye d'être plutôt dans la tendance digitale et de s'associer à elle, voire de surfer sur elle plutôt que de la combattre. Et Michael, Brinks France, ça représente quoi en termes de collaborateurs, de volume d'affaires, si c'est officiel ou alors si c'est rattaché à l'Europe? Non, c'est pas pour nos résultats, parce que les résultats sont... On est à la bourse de New York, donc on est un groupe américain, donc les résultats sont publiés la semaine prochaine, donc on ne peut pas donner les résultats 2022. Allez, quand même, ça pourrait être sympa, ça. Non, ça ne marche pas. Mais on va dire qu'en 2021, on faisait 319 millions de chiffre d'affaires. On va avoir une forte croissance en 2022, avec un résultat positif en période de soubresaut de l'économie, ce qui est plutôt positif. Et c'est 3557 collaborateurs à date. Et ce qui est original, c'est que pendant le Covid, là où tout le monde cherchait à ajuster ses effectifs, nous, comme on développait notre programme avec notre client BPCE, on cherchait à recruter, ce qui n'est pas une mince affaire actuellement, puisque ça aussi, ça a changé depuis la pandémie. Voilà, c'est à peu près les chiffres de l'entreprise. On a 71 implémentations en France. Merci Michael. Jean-Claude, voilà, 20 ans après, tu reviens au Wine Business. On est ravis que tu sois là. Et je suis ravi de voir en effet que
l'assistance, l'audience est aussi passionnante qu'elle l'était il y a 20 ans. Absolument, Jean-Claude. Alors, on parle de l'inflation qui est présente. On a quelques évaluations de ce que ça a donné en 2022. Les chiffres sont sortis, vont sortir. Et en quoi c'est préoccupant? Ça touche quand même quasiment tous les pays, notamment les pays développés. Alors, en effet, tous les pays avancés ont repris, malheureusement, à bien des égards, contact avec l'inflation. Des deux côtés de l'Atlantique, le phénomène est voisin. Il n'est pas identique, il est voisin. Dans la zone euro, par exemple, on a une inflation totale qui est de 8,5%. En dernière observation faite en janvier, aux États-Unis, c'est 6,4%. Donc vous voyez 2 points entiers de différence. Pour l'inflation sous-jacente, qui signale plus ce qu'est la vraie inflation, puisqu'on on ressort de l'inflation totale, l'énergie et l'alimentation. Et là, on est à peu près au même niveau des deux côtés de l'Atlantique. Les derniers chiffres que j'ai, c'est 5,2 en Europe et 5 dans la zone euro et 5,6 aux États-Unis. Aux États-Unis, on s'attendait à ce que ça descende pas mal et c'est assez persistant. L'inflation totale et l'inflation sous-jacente n'ont perdu que 0,1. On est passé de 5,7 à 5,6, de 5,65 à 6,4. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cette rencontre de l'inflation qui a ressurgi avec une sorte de vengeance, comme disent les Anglais ou les Américains? Je vois personnellement 8 causes. Donc, je ne vais pas élaborer dans les 10 minutes ou 12 que tu nous donnes, Alain, je ne vais pas élaborer trop, mais considérez-les comme des têtes de chapitre, comme je sais que la tradition ici, qu'il y a des questions et des réponses. Donc, sur les 8, 1, on a clairement la reprise post-Covid. La reprise post-Covid a joué un très, très important rôle dans la reprise de l'inflation parce qu'on a eu à la fois une demande qui s'est exprimée avec force parce qu'il y avait de l'argent qui avait été mis de côté de tout, dans les entreprises comme chez les ménages. Et puis, on a eu l'héritage, disons, de la période Covid en ce qui concerne les difficultés de production. Donc, quand vous avez une telle anomalie, disons, entre la demande et l'offre, vous avez de l'inflation. Il y a une autre cause, la seconde, qui est que les autorités, les économistes, les banques centrales ont mis du temps avant de comprendre qu'il y avait un vrai phénomène inflationniste structurel et pas simplement quelque chose d'entièrement conjoncturel. Et donc c'est la fameuse thèse selon laquelle l'inflation était transitoire, qui avait été affirmée avec beaucoup de force par Jay Powell aux États-Unis, encore vers la fin de l'année 2021. Causes 3 et 4, j'insiste pas, des politiques budgétaires extraordinairement accommodantes dans tous les pays avancés, et évidemment en Europe, et des politiques monétaires extraordinairement accommodantes également dans tous les pays avancés, en Europe comme aux États-Unis. Alors là, ça a accumulé en quelque sorte un potentiel qui pouvait s'exprimer pour l'inflation à venir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, quel que soit le stock accumulé en matière budgétaire ou en matière monétaire, qu'on ne peut pas changer la politique, ce qui a été fait d'ailleurs. Certainement, sur le plan monétaire, comme vous l'avez vu, les grandes banques centrales ont totalement modifié leur politique, ont accéléré de manière assez prodigieuse et totalement inattendue, parce que la plupart des économistes pensaient qu'il était impossible que la Banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt de 0,75% 4 fois de suite, ou que la Banque centrale européenne fasse non pas tout à fait la même chose, mais soit également très audacieuse. Donc les politiques ont changé, mais les causes 3 et 4, je les maintiens. Alors, il y a les causes 5, 6 et 7. Et là, j'appelle votre attention sur ces causes-là, parce qu'elles sont structurelles, toutes les trois, structurelles et pas conjoncturelles. Elles signalent qu'après 10-12 ans d'inflation extrêmement faible, parce qu'il y avait des raisons structurelles pour que l'inflation soit faible, on a maintenant une période que je pense être assez longue, avec des pressions inflationnistes importantes. Le phénomène de globalisation est en train de changer. Les fameuses chaînes de valeur mondiales qui avaient permis d'arriver à des prix mondiaux extrêmement bas sont en train d'être modifiées. Les producteurs et tout le monde s'assurent contre le danger d'une nouvelle épidémie, contre le danger de problèmes politiques, contre le danger de problèmes géostratégiques.
Et donc, l'illustration la plus flagrante de tout cela, c'est la nouvelle loi américaine sur le rapatriement des fabrications qui étaient mondiales et qui sont censées devenir américaines. Donc j'appelle votre attention là-dessus. La globalisation accélérée a joué un rôle énorme pour l'inflation faible que nous avons connue pendant toute une période. Maintenant, elle n'existera plus et on pourrait avoir le phénomène inverse, donc une poussée d'inflation au niveau mondial. La transition verte est la deuxième cause structurelle, donc la sixième dans mon analyse, dans mon énoncé des causes, parce que, effectivement, quand on doit changer la totalité du stock de capital, qu'une bonne partie du stock de capital est devenue obsolète et qu'il faut s'engager dans une transformation massive de l'ensemble du circuit productif, ça a un coût, ça demande des investissements très lourds, ça fait que le niveau, si vous voulez, potentiel de l'inflation mondiale, toutes choses égales d'ailleurs, et des taux d'intérêt mondiaux augmentent au lieu d'être extrêmement bas ou d'avoir tendance à être encore plus bas. Et puis il y a un dernier point que je souligne également, c'est plus vrai dans les pays avancés anglo-saxons, mais c'est vrai aussi dans un certain nombre d'autres pays avancés. Le bargaining power du labor, la capacité de négociation du travail, et notamment de la classe moyenne inférieure, qui avait été quasi nulle au cours des 20 dernières années, est en train de changer. Et je vous donne simplement une illustration. La séquence Trump-Biden peut être interprétée comme une séquence de changement profond et d'émergence au niveau politique de la frustration de la classe moyenne inférieure. Le fait que le président républicain, au lieu d'être le défenseur du big business, ce qu'il a été aussi par ailleurs, évidemment, prétend être le défenseur des blue collars, est quelque chose qui est nouveau et qui était un wake-up call, comme on dit, une sonnerie de réveil, à la fois pour les républicains et pour les démocrates. Et donc, bien entendu, les démocrates doivent eux-mêmes tenir compte du fait qu'on ne peut pas éternellement avoir ou minimiser, disons, la capacité de négociation des employés, notamment de ce que j'appelais la classe moyenne inférieure. J'ai annoncé 8 causes. La 8e, évidemment, qui complique encore tout ça, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui frappe les Européens de manière tout à fait tragique, plus que les Américains. Vous avez noté dans les chiffres que j'ai donnés au début, 8,5 d'inflation en Europe, 6,4 aux États-Unis pour janvier. Or, je vous ai dit, l'inflation sous-jacente est à peu près la même dans les deux continents, ce qui veut dire que nous sommes, par le truchement de l'énergie et de l'alimentation, beaucoup plus touchés que les États-Unis. Donc nous sommes dans une situation qui, de ce point de vue, est une situation objectivement difficile. Et bien entendu, ça appelle de la part des Européens comme des Américains de tenir compte de cet environnement qui n'est pas tout à fait le même. Alors après avoir été quand même assez, comment dirais-je, négatif en vous disant on est dans un autre monde, et on est dans un monde où, en effet, les poussées à la faible inflation se transforment en poussées à la forte inflation, ça ne m'empêche pas de considérer que les banques centrales, ayant démontré leur capacité de modifier leur politique de manière très très importante et pertinente, ayant dit qu'elles allaient nous donner à moyen terme une inflation aux alentours de 2%, je crois que c'est en effet ce qui va se passer. C'est-à-dire dans un univers très différent, on va avoir des banques centrales réussissant à donner à nos concitoyens, qui y tiennent beaucoup évidemment, et comme vous le savez, l'inflation n'est pas pardonnée par nos concitoyens d'une manière générale, en tout cas dans les pays avancés. Et donc je reste, si vous voulez, confiant dans notre capacité, là aussi des deux côtés de l'Atlantique, à revenir à une stabilité des prix qui est considérée comme étant maintenant la bonne stabilité des prix au niveau mondial. Merci voilà. Jean-Claude. Anne-Sophie, pas facile de passer après Jean-Claude, hein. Donc en effet, après cette intervention, je vais essayer de continuer plus sur le pouvoir d'achat, hein, qui est un sujet qu'on a beaucoup eu ces derniers mois,
de corollaires avec l'inflation, bien sûr, de dire quelles sont les perspectives de pouvoir d'achat en France et en Europe, est-ce qu'il va se dégrader encore vu les perspectives qu'on a lissées, ou au contraire, est-ce qu'on va avoir un retour du pouvoir d'achat, et pourquoi c'est très important aujourd'hui pour vous, parce que c'est un impact direct sur la prévision de consommation des ménages et donc sur les perspectives de croissance. Donc par rapport à ce panorama, qu'est-ce qu'on voit, et racister vraiment sur un point qui est très différent par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Précédemment, on l'a dit, vous avez une crise, eh bien, vous allez avoir une politique monétaire et budgétaire assez coordonnée. Et pour faire face à cette crise, eh bien, en effet, vous allez baisser les taux pour faciliter le financement et puis, en effet, faire du stimuli budgétaire, là aussi, pour relancer l'économie. La croissance est de retour et normalement, vous avez une politique eh bien, qui, là aussi, est moins accommodante parce que vous avez un retour de la croissance. Et là, ce qui est assez différent, ce qu'on vit depuis la crise Covid, Ukraine, etc., c'est qu'on a un peu une dichotomie totale de ce fameux policy mix. D'un côté, la politique monétaire, de l'autre côté, la politique budgétaire. Il faut voir que depuis la crise Covid, quand on calcule la masse monétaire en circulation, cette liquidité, eh bien, on a injecté au niveau mondial 3 fois plus que la crise de 2008. Donc il n'y a jamais eu autant de liquidité, autant de création de monnaie. Et ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté tout ce stock de monnaie qui est colossal et qui continue d'être alimenté par de la dette pour faire face aux différentes crises. Et de l'autre côté, une politique monétaire qui remonte les taux pour justement faire face à l'inflation. Et donc vous n'avez plus ce fameux policy mix qui est normalement aligné pour faire face à une situation d'après-crise. Et ça qui est très difficile pour nous, pour prévoir la consommation, pour prévoir le pouvoir d'achat, parce que c'est vrai que d'habitude, on est ou dans des phases d'expansion, ou dans des phases très, on va dire, plus exigeantes budgétairement, donc on fait des économies. Et là, en fait, on dit attention, inflation, il faut augmenter les taux, mais de l'autre côté, les États continuent de faire de la planche à billets pour conserver ce fameux pouvoir d'achat. Et quand on regarde en effet les chiffres, alors vous allez me dire c'est difficile de dire ça avec tous les débats qu'on a sur le pouvoir d'achat, mais on se rend compte qu'en France, finalement, on a assez bien tenu par rapport à nos partenaires européens. En 2021, on a une augmentation du pouvoir d'achat de 2%. Alors c'est toujours par rapport à l'année N-1, ça c'est l'élément important, donc toujours par rapport à l'année 2020, parce qu'on a eu ce fameux quoi qu'il en coûte. Vous allez me dire 180 milliards d'euros injectés de dette, il faut quand même que ça ait quelques conséquences. Donc quand même, cela, on a eu sur notre pouvoir d'achat, on a pu le maintenir, il a pu donc augmenter. Par contre, ensuite, en 2022, on a eu une baisse du pouvoir d'achat de 0,6%, mais dans d'autres pays, notamment les pays du Nord, c'était bien supérieur à 1%, donc on a eu beaucoup plus de pertes de pouvoir d'achat dans ces pays que chez nous. Pourquoi ? Parce que justement, on a continué cette politique de quoi qu'il en coûte, même si elle était plus ciblée, dans un contexte où il fallait remonter les taux. Et donc, cette situation paradoxale a fait que, globalement, on a pu le maintenir. La grande difficulté, comme l'a dit M. Trichet, sur les causes de cette inflation, c'est que ce sont des inflations qui vont créer beaucoup d'inégalités, notamment en termes de revenus. Là, les chiffres que je vous lis, c'est des chiffres assez macro, globalement, dont on a besoin pour prévoir la croissance. Et cette année, justement, ce n'est pas une catastrophe qu'on annonce, ce n'est pas de la récession. Par contre, c'est un fort ralentissement de l'économie. Et pourquoi il y a un ralentissement ? Parce que justement, ces ménages se disent « Attention, l'inflation, c'est anxiogène, on ne sait pas de combien demain sera ma facture d'électricité. Donc, au lieu de consommer, j'épargne. » Et c'est pour ça qu'on a un taux d'épargne des ménages de 16%, 2 points encore supérieurs par rapport à la situation d'avant-crise. Donc, il y a du cash. Et quand vous regardez, c'est une bonne nouvelle du coup pour vous, quand vous regardez l'ensemble de l'épargne, que ce soit assurance, actifs, obligations, on a 3 000 milliards d'épargne en France, qui est exactement le montant de notre dette publique. Voilà, je vous dis ça. Donc, nos investisseurs aussi sont assez contents de se dire, c'est aussi un pays qui a un fort taux d'épargne. Par exemple, aux États-Unis, ils sont à 5%. Donc, vous voyez, nous avons de l'épargne. Après, la grande question, c'est comment cette épargne est allouée. Et pourquoi on a ce ralentissement de la croissance ? Parce qu'avec ces crises, c'est un petit peu toujours cette même population qui est affectée par les crises, la fameuse classe moyenne inférieure dont parlait M. Trichet, qui s'est pris en effet la crise du Covid, donc parce que c'était des gens qui étaient souvent dans des emplois qui étaient moins en CDI, qui étaient moins rémunérés, donc n'ont pas eu toutes les aides de l'État, qui se prennent plus la crise de l'énergie, parce qu'ils ont le problème des transports, ils vivent moins dans des grandes villes, donc ils ont là aussi un impact sur leur pouvoir d'achat. Or, c'est ces catégories-là qui consomment, puisque quand votre revenu est réduit, votre proportion à consommer,
est très importante. Plus vous êtes riche, plus vous épargnez, et donc, en effet, plus vous mettez l'argent sur des comptes, et moins vous injectez de l'argent dans l'économie et du cash. Donc, cette catégorie-là est très importante pour nos prévisions de croissance et pour garder le pouvoir d'achat. Et la grande difficulté avec ce que l'on a listé, ce que l'on voit, c'est que c'est encore une fois cette catégorie qui risque d'être mise à contribution avec ces différents chocs. On l'a dit, transition écologique, inflation, qui va avoir un impact sur son pouvoir d'achat. Donc, à mon sens, le challenge qui va être vraiment très très fort pour les gouvernements, c'est de dire comment on cible de plus en plus les aides, parce qu'on ne pourra pas continuer indéfiniment, sur cette catégorie pour ne pas justement avoir cette explosion des inégalités, à mon sens, qui va créer beaucoup plus de crises sociales et économiques que le réchauffement climatique, qui certes va également en faire, en provoquer, mais d'une manière, on va dire, plus éparse et plus localisée. Et c'est ça la difficulté. Alors cette année, on prévoit en termes de pouvoir d'achat en France une légère baisse, on serait à moins 0,1, moins 0,2, toujours en fonction de l'évolution des prix de l'énergie, même si on attend justement une décélération de l'inflation, donc ces fameuses politiques monétaires de hausse des taux fonctionnent, on devrait avoir cette baisse, mais on reste quand même dans une situation de pouvoir d'achat est fragile, et surtout de cette fameuse catégorie très fragilisée par les prix de l'énergie, qui de fait ne consomme moins et fait qu'on a un tel ralentissement de la croissance. Et ça, ce sera très important parce que si on veut garder un minimum de croissance potentielle dans les années à venir et donc de croissance tout court, c'est vraiment cette catégorie qui pourrait être en difficulté avec tous les chocs dont on vient parler et donc remettre en cause vraiment le pouvoir d'achat généralisé. Et comme on l'a vu, le pouvoir d'achat, c'est vraiment source d'instabilité politique forte. Merci. Très très clair. Eudes, c'est pas gagné pour toi, là, parce que là, depuis le début, ils sont excellents. Donc, Eudes, un mot peut-être, donc tu représentes ici le retail, un mot peut-être sur l'historique de Nicolas, qui est quand même une maison assez exceptionnelle, créée en 1822. Et ensuite, ta vision, donc version retail, de ce qui se passe aujourd'hui, toi, tes petits copains également, et cette fameuse notion de pouvoir d'achat. D'accord. Alors, Nicolas, oui, donc, une grande vieille maison, vénérable, 200 ans l'année dernière. Donc on a vécu pas mal de crises, pas mal de mouvements, de changements. Pas personnellement, mais Alain était là, peut en témoigner. Le commerce, donc Nicolas, c'est le vin principalement. Donc le vin, Nicolas, au bout de 200 ans, a beaucoup innové. Donc fait partie aujourd'hui de la culture, je dirais. Paris, 170 magasins intramuros, donc à tous les coins de rue. En France, c'est 500 magasins, plus à peu près 80 à l'international. C'est un chiffre d'affaires assez petit, c'est des petits commerçants. On fait 250 millions de chiffre d'affaires, à peu près 1000 personnes qui travaillent pour nous. Voilà, donc Nicolas, vraiment le vin, le commerce de proximité, le détail. Comment on vit en ce moment? Alors, par rapport à tout ce que vous connaissez de l'inflation, chez nous, il y a encore double inflation, puisqu'il y a deux faits particuliers. Donc le vin, c'est un produit agricole, donc les problèmes climatiques font que les vendanges sont moins fortes qu'avant. Donc il y a un problème de disponibilité de vin. Donc ça fait augmenter le prix, bien évidemment. Surtout les dernières années ont été assez compliquées dans les vendanges. Et puis la deuxième chose, c'est que le vin fait partie de ce monde, le vin, le champagne, les spiritueux. C'est le deuxième chiffre d'affaires des exportations françaises, donc c'est très très demandé à l'étranger. Pour vous donner une petite idée, le champagne, c'est une production de 300 millions de bouteilles pour le monde entier. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a à peu près 60 millions de millionnaires dans le monde, donc ils ne peuvent pas tous s'acheter 6 bouteilles de champagne. Voilà, donc pour vous dire un peu la difficulté du marché, donc les prix montent. Voilà, donc ça c'est deux faits qui font encore plus monter les prix chez nous. L'inflation est encore plus forte. Alors le résultat de ça, c'est que, en fait, comme souvent, il y a un creux qui se fait. Donc soit la clientèle va vraiment vers le petit prix parce qu'elle souffre beaucoup de son pouvoir d'achat. Et tu as d'ailleurs un produit pour ça, différents produits, notamment les petites récoltes. Oui, tout à fait. Enfin, notre premier prix, nous, c'est 3,50 € et 3 € est le prix moyen de la bouteille vendue en France. Il faut le savoir quand même. 4 € le litre en France. Donc, prix moyen. Le prix moyen en France. Donc c'est pas, le viticulteur n'a pas beaucoup pour vivre avec ça. Chez nous, notre premier prix est à 3,50 €. J'en ai beaucoup, je vais jusqu'à 10 000 € pour du Romanée Conti, mais là j'en ai pas pour tout le monde, donc je fais un petit peu attention. 60 millions de milliardaires. Oui, voilà, oui, c'est alors millionnaire, je crois pas milliardaire, mais donc voilà, donc
effectivement, chez nous, Nicolas, on est plutôt premium, on n'est pas sur les premiers prix. C'est la qualité avant tout. Hein, tout ce qui compte chez nous, c'est le client vient régulièrement. Donc, c'est pas juste de lui vendre une bouteille et on s'en fiche. Hein, il revient nous voir et si elle n'est pas bonne, il n'hésite pas à nous le dire. Donc, cette qualité de service, qualité de vin. Et des prix qu'on assume complètement. Donc du coup, c'est un peu le ventre mou aujourd'hui qui souffre dans le commerce. Hein. Soit c'est les hard discount montent de plus en plus, premier prix, et puis des gens comme nous, plutôt le premium, pas le luxe, il ne faut pas exagérer. Il y a 500 magasins, donc ça n'existe pas, 500 magasins de luxe en France. Mais voilà, donc on va plutôt premiumiser. Mais de toute façon, ça suit également la consommation française. Je parle sur mon métier du vin, puisqu'on est passé de 130 litres par habitant par an à 30 litres aujourd'hui. Voilà. Donc nous, notre credo, c'est plutôt boire mieux, mais moins. Ou inversement, moins et mieux, comme vous voulez. Voilà, donc pour nous, ça ne se passe pas trop mal. Comme je le disais tout à l'heure à M. Trichet, quand ça ne va pas, on boit un verre pour se remonter le moral. Quand ça va bien, on fête l'événement. Donc voilà, on est toujours là. Hein, donc voilà, donc il y a... Mais bon. C'est une crise importante, je pense, pour ce commerce. On l'entend tous les jours, des magasins qui ferment, des commerces qui ferment, et beaucoup dans l'alimentaire. Et toi, Eudes, tu as subi une hausse de tes fournisseurs, de combien à peu près? C'est-à-dire qu'ils ont augmenté les prix Cette année, ça varie entre 5 et 15% à peu près d'augmentation en moyenne, tout produit. En moyenne, voilà. Après, ça dépend. Il y a des soucis également de matières premières. Il y a les fours se sont arrêtés pour faire les bouteilles de verre en 2020. Le temps de relancer, il faut 1 an. Donc, ils ont vendu leur stock. Ils n'ont plus de stock d'avance. Donc, c'est la guerre des bouteilles vides. C'est la guerre des bouteilles, c'est la guerre de tout, un petit peu. Donc, voilà, il y a des prix qui augmentent. Après, il y a des vignerons qui ont aussi, comme nous, hein, des charges qui augmentent, des salaires qui augmentent. Donc, ils viennent avec leurs augmentations de l'inflation. Hein, Et tu as répercuté ces prix sur le client final? Sans hésiter, une seule seconde. Il faut l'assumer, Il y a des clients que l'on perd, il y en a d'autres que l'on gagne. Après, nous, c'est vraiment sur le conseil du caviste, la qualité, mais il faut assumer le prix. On ne peut pas payer un vigneron, lui, il vit que de ça. Hein, donc, à un moment, tu dois pouvoir bien vivre. Tu peux lui dire non, tu n'augmentes pas tes prix, mais enfin, à un moment, tu ne le revois plus, quoi. Et ton regard sur la grande distribution, même si là, tu parles au nom d'un autre type de distribution, comment tu vois les choses? C'est-à-dire qu'on parle souvent des relations tendues entre les producteurs, les distributeurs. Tu as un avis sur le sujet? Non, ça va. Enfin, j'appartiens à un groupe, le groupe Castel, qui est le premier vendeur en grande distribution. Donc forcément, on a beaucoup de respect pour eux. Non, on vit très très bien ensemble. On partage de la clientèle. Alors nous, on partage plutôt centre-ville, plutôt Monoprix ou ce genre de grande distribution. Donc moins les Carrefour et Leclerc qui sont à l'extérieur. Mais ça fait partie du marché. On n'est pas du tout effrayé de ça. Ça a toujours existé. Ils font du bien au vin aussi. Hein. Ils permettent de vendre du vin de beaucoup de viticulteurs qui sont ravis quand même d'en vendre. C'est 80% du marché aujourd'hui. Hein. Donc 10% les magasins spécialistes comme nous. Et puis après Internet qui est à 10% aussi du marché. Et la propriété. Et la propriété, bien sûr. Merci Eudes. Yanis, donc toi tu es à Bercy, donc fais attention à toi hein, comme garçon. Tu es économiste. On parle de l'évolution des modes de paiement. Alors est-ce que le cash va disparaître? Ça va être dramatique pour payer son peintre le week-end prochain? Alors donc le cash n'est pas avoué à disparaître, donc on entend beaucoup dans les médias ou au sein de conversations qu'on peut avoir avec ses amis que plus personne n'utilise de cash, moi le premier. Mais ensuite les chiffres montrent quelque chose de complètement différent, donc on a vraiment une baisse tendancielle de l'usage de cash, mais on observe aussi une hausse assez importante du volume de cash en circulation et de la valeur de cash en circulation, donc il y a un proxy pour la demande. Donc pour donner en ordre de grandeur, on a à peu près 1600 milliards d'euros qui circulent en argent liquide aujourd'hui. Et ce chiffre, donc depuis que l'euro a été introduit sur le marché européen en 2002, ça a été quand même multiplié par 8. Après, on peut se demander finalement qu'est-ce qui va expliquer ce paradoxe en fait entre une baisse de la demande, une baisse de l'usage du cash et une hausse de la demande de cash. C'est quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises dans cette conférence, mais donc on traverse un contexte avec pas mal d'incertitudes, que ce soit la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques, et donc on peut voir le repli sur les espèces comme étant vraiment un phénomène précautionnaire et donc un phénomène de repli vers une valeur refuge. Donc le cash a toujours de grands jours devant lui, mais c'est qu'un mode de paiement parmi d'autres, bien évidemment.
Alors, l'évolution, il y a d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que le cash. Quoi. Même si ça. Tu dis combien, il y a combien d'euros en cash en circulation? 1600 milliards. Ça en fait des camions Brinks. Hein. C'est ça. Oui, oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a comme l'évolution en tout cas? Oui, donc on a une baisse de l'usage du cash. Donc, par exemple, en France, il y a 2 ans, on avait 59% des paiements qui étaient payés en espèces. Maintenant, c'est à peu près 50% des paiements en France qui sont réglés en espèces. Et on a donc une hausse de toutes les alternatives. Donc 43% des paiements en France qui sont faits en carte bleue. Et les 7% restants avec d'autres solutions, que ce soit donc, le chèque, les virements et toutes les solutions pour lesquelles on voit par exemple beaucoup de pubs dans le métro, des paiements de pair à pair ou des portefeuilles électroniques et même une part un peu plus faible de crypto-monnaie pour ceux qui le souhaitent. Donc en fait, on a une innovation technologique qui a permis le développement de nouvelles solutions, qui a permis le développement d'une économie numérique et donc qui a transformé les habitudes des consommateurs. Et donc un marché évidemment qui développe des solutions et qui s'y habitue. Et donc c'est pour faire écho à ce que Michael Gabé disait sur l'interopérabilité des moyens de paiement, c'est quelque chose qui est demandé par les consommateurs et qu'on observe dans les comportements. Pour inventer ces moyens de paiement d'aujourd'hui et demain, on est bons, nous les Européens, ce sont les Américains qui dictent leurs lois, parce qu'on a inventé plein de trucs, mais parfois on n'a pas bien développé le business après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir plusieurs types d'acteurs qui vont se développer, qu'ils soient européens ou qu'ils soient américains. Donc évidemment, on a une surreprésentation des entreprises de la grande technologie, donc que ce soit les solutions d'Apple ou de Google, mais aussi on a des solutions beaucoup plus locales, par exemple sur les paiements de pair à pair ou sur les paiements digitaux, notamment à cause de la régulation. On n'a pas vraiment d'interopérabilité entre cela. Donc moi j'ai habité pas mal de temps aux États-Unis pour les paiements de pair à pair et certains paiements en magasin, c'était avec une application qui s'appelait Venmo. À mon retour en France, personne ne connaissait ça et on parlait de Pumpkin et Lydia, donc qui étaient les grands acteurs sur ce marché. Donc en fait on a une innovation assez organique qui se développe sur ces deux pôles. Et on va aussi avoir donc l'émergence à terme, à moyen terme peut-être, donc d'un euro numérique avec donc la Banque centrale européenne qui reste quand même sur le front et avec un retard d'ailleurs de la Fed qui lague un peu sur son projet de dollar numérique. Michael, tu réagis peut-être sur les propos de nouveaux paiements dont Yanis vient de parler avec le micro. Nous, en fait, on l'observe chez nos grands clients retailers. Le cash, effectivement, par rapport à ce qui circulait là, de mémoire, en dollars, c'est 1700 milliards aujourd'hui qui circulent dans le monde. Là où il y a 1600 milliards d'euros, comme Yanis vient de le dire, c'est-à-dire qu'en 20 ans, on a rattrapé le dollar comme monnaie refuge. Donc l'émission, effectivement, de cash est encore assez forte. Après, sur les nouveaux moyens de paiement, clairement, il y a une demande de pouvoir payer. En fait, il y a un aspect sociétal, après, je pense, 2 ans de pandémie, d'un certain nombre de préventions, qui ramène aussi, en plus de la guerre en Ukraine et de la désorganisation, comme Jean-Claude Trichet l'a évoqué, des chaînes de valeur, parce qu'il y a quand même beaucoup de chaînes de valeur qui se sont désorganisées. Là, ce qui était intéressant, c'est sur les bouteilles, effectivement, sur les verreries, etc. Mais en fait, sur tous les domaines, il y a plein de chaînes de valeur qui sont désorganisées. Donc, il y a une volonté aussi de retrouver un peu de liberté, clairement. Et c'est vrai que nous, on a un panel de clients, puisqu'on a le plaisir d'avoir des très grands clients, parmi les gros clients retailers. Je ne vais pas les citer parce que sinon ils vont être jaloux les uns les autres, mais en fait, on fait un panel avec eux et c'est vrai que la part du cash monte. Jean-Claude, le cash au niveau européen, on a vu les chiffres annoncés par Yanis. Ça représente combien le cash uniquement en France? L'épargne en cash, le truc caché là? La France doit avoir sa part, vous le savez mieux. Yanis, c'est combien Je n'ai pas le chiffre en tête sur... Allez, à 1 ou 2 milliards près. Non, je ne l'ai pas du tout. Non. Bon. On prend la part de la France dans la zone euro et on a les chiffres de la zone euro qui effectivement sont à peu près équivalents aux chiffres américains. Il y a un élément qui n'est pas très glorieux là, c'est que les Américains ont supprimé tous les billets de banque au-dessus de 100 $ et que nous continuons d'avoir des billets de banque qui vont au-dessus. Donc la partie thésaurisation, capacité, disons, de mettre à l'abri cette liquidité suprême qu'est le cash est plus facile en Europe qu'aux États-Unis. Mais je passe là-dessus. Autrement, j'ai été très, très intéressé par tout ce qui a été dit, notamment par ce qu'a dit ma voisine, qui m'est apparu comme étant lumineux, je dois dire. Et je reprends juste un instant en renforçant encore ce qu'elle a dit. C'est un fait qu'il y a une anomalie entre les politiques budgétaires dans la zone euro en général, et en France en particulier, et les politiques monétaires, et que la Banque centrale, à juste titre, à mon avis, dit en permanence, attention, nous augmentons les taux d'intérêt, concentrez vos efforts budgétaires
sur ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Ne distribuez pas largement de l'argent budgétaire simplement pour compenser pour l'économie généralement quelconque et pour l'ensemble de nos concitoyens la hausse des prix du pétrole et du gaz en particulier, parce que là, alors, c'est être directement contraire à la politique monétaire qui est poursuivie et à la politique que nous poursuivons tous de maîtrise de l'inflation. Anne-Sophie, vous avez dit ça admirablement bien. Merci. Yanis, un commentaire avant les questions de la salle? Oui, donc un autre éclairage peut-être que je peux apporter, c'est vraiment aussi sur le fait que les habitudes sont très différentes selon les pays. Donc la France, par exemple, on est un des mauvais élèves sur le cash, sur la zone euro. Mais en Allemagne, on a une très forte demande de paiement en espèces parce qu'il n'y a pas nécessairement la limite de régler un achat de plus de 1 000 euros en dessous. Il n'y a pas de limite en Allemagne. Il n'y a pas de limite en Allemagne, alors qu'en France, on est limité à 1 000 euros. Et donc ça, c'est aussi un facteur qui fait qu'en France, on a une baisse tendancielle plus rapide que... Mais ça, c'est pas un peu d'hypocrisie, non? De dire on se limite à 1 000 euros, puis en Allemagne, on fait ce qu'on veut? Dans quel sens? Je sais pas, c'est normal qu'on ait des différences aussi importantes entre pays voisins, cousins? Je pense que ça dépend surtout des décisions qui sont prises par les gouvernements pour réguler d'autres aspects de l'économie. Jean-Claude, tu es favorable à la limitation à 1 000 euros pour les paiements? Si je puis me permettre, on a des différences culturelles très fortes. Si on a eu des billets extraordinairement importants pour l'euro, quand on a créé l'euro, c'était parce que les Néerlandais et les Allemands étaient habitués à avoir de très très gros billets. Nous n'y étions pas habitués, mais il a bien fallu prendre en compte l'ensemble des cultures. Et en ce moment, effectivement, on peut encore acheter une voiture en Allemagne avec des billets de banque. En cash. En cash. Alors, je dois dire que je trouve que c'est peut-être probablement exagéré et que la tendance mondiale, quand même, consiste à limiter l'usage du cash. Les Américains, je l'ai déjà évoqué, ont eux-mêmes essayé de limiter de manière importante cet usage. Et la lutte contre la fraude, contre le crime organisé, contre le financement du terrorisme, etc., conduit plutôt à ce genre de limitation. Yanis? Oui, donc c'est ces différences culturelles. Après, par rapport aux États-Unis, ce qui est aussi assez marrant de constater, c'est qu'il y a une pénurie de pièces à l'été 2021 parce que les pouvoirs publics n'avaient pas nécessairement anticipé le rebond des paiements en cash et ça a donc un peu entravé l'activité économique, surtout au mois d'août 2021 aux États-Unis. Donc le cash, toujours pas prêt de disparaître, il s'accroche toujours un peu. Si on prend aujourd'hui, pour la première fois cette année, nos activités historiques, qui sont les jolis camions que vous voyez dans la rue et le traitement des espèces, donc le comptage des espèces, représenteront moins de la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un vrai changement, puisqu'effectivement, on aura ces nouvelles activités. Les autres activités vont représenter quasiment 43%. Et après, le reste, c'est encore d'autres filiales et d'autres activités qu'on a un peu plus exotiques, entre guillemets, c'est du transport, mais à l'international. Donc voilà, donc c'est une vraie modification du périmètre. C'est vrai qu'on nous voit tout le temps. Moi, mes propres amis me disent, mais oui, c'est les camions. Mais en fait, pas que. Maintenant, les camions, c'est un bon, 30% de notre chiffre d'affaires maximum. Et donc ça a vraiment changé. Premièrement, ce qui est important à mes yeux, c'est qu'un phénomène économique qui faisait que ceux de nos concitoyens, aux États-Unis comme en Europe, dans les pays avancés, qui étaient les moins bien formés, les moins numérisés ou numérisables, les plus défavorisés pour des tas de raisons, y compris familiales et personnelles, ou parce qu'ils appartiennent à des cultures minoritaires, tout ça a fait que, en effet, pour des raisons économiques parfaitement compréhensibles, ils ont été maltraités. C'est devenu un problème politique. L'idée d'inégalité inacceptable est une idée qui est maintenant acceptée comme une idée parfaitement légitime dans tous les pays avancés sans aucune exception. Alors, je mets quand même un peu à part la France qui n'a jamais été à ce point, comment dirais-je, négligente à l'égard de ces catégories de population. Il faut bien voir qu'en France, de la même manière que, comme Anne-Sophie le disait il y a un instant, la France a beaucoup mieux défendu le pouvoir d'achat de ses concitoyens que la plupart des autres pays,
Ce qui a un coût, ce qui a un prix, parce qu'il a fallu emprunter de l'argent pour faire ça. De la même manière, uniquement pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, elle dépense 10% de plus de PIB de dépenses publiques en dépenses publiques par rapport aux Allemands. 10% de plus. Et dans ces 10%, il y a beaucoup de redistribution. Donc d'égalisation des revenus par le biais de la redistribution. Donc j'arrête là. Au total, je crois que le problème est devenu, y compris aux États-Unis, y compris en Angleterre, un problème politique. Et qu'il sera répondu, à mon avis, politiquement à ce problème politique. Je ne crois pas que ce soit le boulot des banques centrales d'assurer, si vous voulez, elles-mêmes une sorte d'égalisation et de lutte contre des inégalités excessives. Anne-Sophie ? Juste pour compléter, surtout aux États-Unis, qui est quand même un pays de tradition libérale, il y a Joe Biden justement qui avait commandé un rapport pour regarder secteur par secteur est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas. Et ce qu'ils se sont rendus compte, notamment dans tout ce qui est fournisseurs Internet, télécom, voilà, beaucoup de services aux personnes, on est dans des situations de monopole déguisé, d'accords de prix et donc de vraies pertes de pouvoir d'achat pour le consommateur américain. Et pourquoi les États-Unis, l'Angleterre, enfin tous ces pays-là commencent à lutter contre ça? C'est parce qu'à un moment, ce phénomène de rente, notamment, vous l'avez dit, dans l'immobilier ou le luxe, etc., c'est-à-dire dans des poches où il y a peu d'innovation et peu de créateurs de création de valeur ajoutée, et bien en fait, c'est complètement inefficace. Et ça va complètement contre le système capitaliste. Le système capitaliste, c'est ça, vous avez une allocation d'actifs, vous avez des profits, vous avez de la concurrence, et le meilleur, entre guillemets, prend des parts de marché. Et avec ces parts de marché, eh bien, vous avez un salaire au niveau de vos salariés qui peuvent consommer. Donc là, si vous êtes dans des situations de rente, de monopole de prix, et que vous n'avez plus cette compétition qui crée aussi l'innovation, eh bien, c'est tout le système qui s'effondre, c'est ce qu'on appelle le rendement décroissant du capital. Le capital ne produit plus de valeur. Et donc c'est pour ça qu'en effet, aux États-Unis, en Angleterre, tous ces pays très libéraux, eh bien, font très attention à ça au niveau. On a vu les interventions de l'autorité de la concurrence, parce qu'on est dans une situation de monopole qui crée des rentes, qui crée des inégalités abyssales. Et je ne sais pas si vous êtes allé régulièrement ou récemment aux États-Unis, vous voyez, on dit bien sûr augmentation de l'inflation, vous avez vraiment une vraie paupérisation d'une partie de la classe moyenne, mais dans des conséquences qui sont colossales. Avant, ce qui se passait, l'idée, c'était ça un petit peu le pacte, c'est-à-dire tout le monde s'enrichissait, y compris les classes inférieures. En tout cas, ils pouvaient se loger et vivre décemment. Aujourd'hui, l'enrichissement passe par l'appauvrissement en termes de, on va dire, bien initial, juste de vie de ces catégories. Et là, en effet, ça pose vraiment une question politique et la montée des populismes qu'on peut voir également. Yanis ? Alors, peut-être que c'est assez compliqué de voir ça sur les moyens de paiement, mais en tout cas... pour peut-être ramener un éclairage avec ce prisme, on peut voir que la demande de cash elle est concentrée sur les personnes âgées, sur les personnes les plus pauvres. Donc on a aussi ça qui joue. Mickaël. Réaction, Mickaël. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a un phénomène qui est intéressant, c'est que chaque mois, il y a des prestations sociales qui sont distribuées. Elles sont distribuées en cash, en fait, en réalité. Donc, on travaille avec des banques. On voit notamment les incivilités aujourd'hui que les banques subissent chaque début de mois. Et ça a beaucoup, beaucoup monté. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on dit tout à l'heure, les inégalités se creusent et l'excitation collective augmente sur le sujet. Donc, nous, on le voit parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un incident sur certains distributeurs, etc., pour que ça soit quasiment l'émeute et que certains banquiers doivent faire appel soit aux forces de l'ordre, soit à des gardiens. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Il est évident qu'à partir du moment où on a l'évaporation d'un certain nombre de flux de matières, de chaînes de valeur internationales, on a normalement, avec le raccourcissement de ces chaînes de valeur, la diminution des flux financiers qui en sont l'image, en quelque sorte. Donc j'imagine qu'effectivement, on a probablement, pour des raisons purement mécaniques, si je puis dire, une certaine influence de ces phénomènes. Alors, j'ai évoqué, moi, des phénomènes de long terme. J'ai dit c'est structurel long terme. Donc, pour mesurer d'ores et déjà ce qui est en train de se passer sur les chaînes de valeur internationales,
le départ de la Chine, enfin d'un certain nombre de productions de la Chine pour être rapatriées ici ou là, y compris aux États-Unis. Tout ça, c'est des phénomènes de long terme. Je crois que ça va malheureusement, à bien des égards, parce que c'est un facteur évidemment d'inflation et puis de division du monde. Au terme de ce processus, si on arrivait à une planète séparée en plusieurs morceaux, ce serait réellement aussi une catastrophe. Sur les cybermonnaies, je vais être très direct. Ce qu'on a appelé le Bitcoin et les monnaies cyber ou crypto-monnaies qui se prétendaient être des monnaies, c'était une pure escroquerie, naturellement. Ce ne sont pas des monnaies, parce que selon Aristote, l'une des caractéristiques d'une monnaie, c'est de bien conserver la valeur. C'est un instrument de compte, un instrument d'échange et un instrument de conservation de la valeur. Comme chacun a vu, ces instruments ne conservent pas du tout la valeur, ce sont des instruments spéculatifs. Ils montent, ils descendent, ils remontent, ils redescendent. Ils sont très hautement spéculatifs pour celles qui s'appelaient les crypto-monnaies, donc le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Il y a d'autres monnaies crypto qui utilisent les technologies. Alors, je pense que notre voisin est très comment dirais-je, compétent sur ces sujets, les blockchains, etc. Et là, on peut avoir des crypto-monnaies, mais qui sont accrochées à une vraie monnaie. Alors là, elles conservent la valeur. Ont-elles un très grand avenir? Comme vous le savez, à un certain moment, les grandes plateformes américaines avaient dit, bon, ça y est, on se lance dans une crypto-monnaie générale, totalement mondiale, qui sera rattachée, alors, soit au dollar des États-Unis, soit à un panier. Pour le moment, les autorités américaines sont à fond contre. Elles n'ont pas envie que les banques centrales, et notamment la Federal Reserve, perdent le monopole, disons, du dollar des États-Unis. C'est la même chose, évidemment, avec l'euro, qui lui-même, comme on l'a vu tout à l'heure, est une monnaie, la seconde monnaie mondiale, avec une position également très importante. Mais la Banque centrale européenne, beaucoup d'autres banques centrales envisagent d'avoir elles-mêmes, en effet, une crypto-monnaie. Alors, ce serait un crypto-euro, ce serait de l'euro, mais simplement de l'euro, qui serait du cash sous une forme cryptique. Et donc, ça pose là aussi des tas de problèmes, mais la Banque des règlements internationaux à Bâle travaille énormément là-dessus pour le compte de l'ensemble des banques centrales du monde. Comme vous le disiez, les Américains ne voient pas ça encore, enfin, ils n'entendent pas se jeter sur ce genre de dossier, mais enfin, ils cheminent ce dossier et la technologie, personne ne battra la technologie, comme vous le savez mieux que personne, donc il est certain qu'on aura à un moment ou à un autre des crypto-euros et des crypto-dollars, mais qui seront sérieux, émis par la Banque centrale, garantis en ce qui concerne des qualités qu'Aristote prêtait à la monnaie, et donc on est dans un univers qui n'est pas celui du Bitcoin. Oui. Donc pour apporter en complément à ce que M. Trichet vient d'évoquer, donc les crypto-monnaies, en effet, donc le terme de monnaie n'est pas adapté du tout, donc on parle plus donc, de crypto-actifs en termes officiels. Donc, en effet, elles ne remplissent donc pas les trois fonctions essentielles de la monnaie, mais surtout pour répondre à la question qui était sur les crypto-monnaies en tant qu'instrument d'échange à l'international. Donc, on voit que c'est pas du tout un instrument viable pour arriver à cette finalité. Par contre, c'est tout l'enjeu géopolitique que soulève donc l'introduction et la mise en circulation de monnaies numériques de banque centrale, avec notamment la Chine qui est très avancée sur ça, et les projets d'euros numériques et de dollars numériques donc, qui est très en retard pour rattraper un peu tout cela. Après, sur donc, ces monnaies numériques, il faut peut-être rappeler que le système d'échange par les banques et par la monnaie scripturale, donc la monnaie commerciale qui est mise en circulation par les banques, est quand même assez efficace pour les particuliers. Donc en fait, les transformations que la monnaie numérique de banque centrale pourrait apporter, ce serait plus pour justement les règlements interbancaires et des transactions qui n'affecteront pas nécessairement les end-users, mais qui pourraient par contre avoir un impact sur les paiements de pair à pair. Et pour donner un petit chiffre sur les crypto-monnaies pour conclure, on a à peu près 90% des Américains qui les voient vraiment comme un instrument d'investissement. Et c'est d'ailleurs leur rôle qu'elles prennent dans les portefeuilles d'investisseurs institutionnels qui s'en servent juste comme un actif parmi tant d'autres pour diversifier leur portefeuille, donc dans la quête de retour sur investissement futur. Michael, les cryptos, ça t'arrange pas au niveau du transport, hein?
À voir. De manière surprenante, aux États-Unis, en fait, on a une filiale qui a des distributeurs de billets qui échangent les cryptos, enfin les bitcoins et les billets. Donc c'est du business également pour nous, en fait, en réalité. D'ores et déjà. On y réfléchit pour la France, on ne l'a pas encore introduit. Aux États-Unis, il y a plusieurs mini-automates qui le font déjà. Après, la problématique des crypto-monnaies, pour moi, c'est le use case pour le client. Oui. Parce qu'on peut parler de ce qu'on veut, mais il n'y a aucun anonymat. Donc je pense que même les crypto-monnaies, enfin les monnaies, on va dire l'euro-dollar ou l'euro digital ou dollar digital, après la vraie question, c'est comment on explique à un consommateur en fait en réalité qu'il est tracé de A à Z. C'est ça qui va, à mon avis, va être un peu compliqué. Alors ça arrivera, je pense que personne n'arrête le progrès, mais il y a quand même un use case qui est pas très évident à expliquer. Parce que là, pour le coup, on est en la traçabilité de bout en bout. Anne-Sophie ? Sur les flux, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a dit précédemment, là, on a eu vraiment une augmentation plus des flux parce qu'on a injecté énormément de monnaie. Mais c'est vrai que c'est un phénomène de moyen-long terme. Et ce qui va se passer notamment avec toutes les taxes carbone qu'on va avoir aux frontières, et on l'a dit, cette fameuse régionalisation de la mondialisation, vous allez avoir des chaînes beaucoup plus raccourcies et donc beaucoup plus centralisées. Et à ce moment-là, en effet, vous allez vraiment avoir un véritable changement dans les phénomènes des flux financiers. L'autre élément qui est très important, et on le voit aujourd'hui avec l'IRA, ce qui se passe aux États-Unis, nous, on se concentre beaucoup en Europe sur les montants, en disant voilà, c'est un peu moins de 400 milliards. Finalement, nous aussi, on a beaucoup investi depuis le Covid sur ces sujets-là. Il faut voir aujourd'hui, que ce soit en Chine, mais surtout aux États-Unis, l'objectif sur la transition écologique et sur tous ces nouveaux secteurs, l'hydrogène, l'électrique, etc., c'est d'attirer un écosystème et de créer un marché, comme ils l'ont fait avec la Silicon Valley. Donc l'idée, c'est pas d'avoir quelques milliards et de devenir leader avec telle ou telle entreprise, c'est d'attirer sur le sol américain l'innovation et la R&D avec les universités qui ont déjà et les centres de recherche, les entreprises et en 3, les financements. Et c'est vraiment ce qui nous fait défaut en Europe. On a souvent une vision purement politique industrielle, donc voilà, on va essayer de récupérer quelques boîtes, purement financement, et donc là on va dire voilà, on met tel ou tel acteur pour avoir du financement, et on n'a pas de vision globale. Alors qu'aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Et donc d'attirer, en effet, sur ces régions, tous les financements internationaux pour financer ces transitions, en effet, qui vont se chiffrer en milliards et en milliards. Donc c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que l'Europe peut apparaître assez en retard, notamment par rapport aux États-Unis. D'abord, je trouve qu'on a appris beaucoup, franchement, au cours de cette conversation, et notamment sur des changements très profonds de nos sociétés. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle de nos sociétés, c'est-à-dire des pays avancés, à peu près dans les mêmes termes. On fait des constatations presque identiques. L'inflation a redémarré à peu près en même temps en Europe, aux États-Unis et dans les autres pays avancés, pour probablement des causes très voisines. Sur le plan du marché du travail, les changements de comportement qui ont été évoqués sont extrêmement frappants. Ils ne sont pas encore, à mon avis, élucidés vraiment sur le plan de l'analyse économique. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, je note aussi, alors on n'en a pas parlé, mais on a aussi d'autres questions économiques très importantes. Par exemple, les modèles économiques qui ont permis à Jay Powell, et de ce côté de l'Atlantique aussi, de dire l'inflation est transitoire, on va rétablir l'inflation à 2% en 2022, ce qu'il disait encore en octobre 2021. Il ne pouvait pas dire ça sans avoir des modèles économiques, les fameux General Equilibrium modèles, qui lui disaient, en effet, ça va revenir à 2%. Moi, j'ai connu une période aussi, au moment de Lehman Brothers, dans laquelle nos modèles ne rendaient absolument pas compte du fait que l'économie européenne, comme l'américaine d'ailleurs, tombait comme une pierre. Et j'en avais conclu qu'on ne pouvait pas, en période de transition rapide, en période de changement rapide, et nous sommes dans une période de changement rapide, on ne peut pas s'en remettre, disons, aux modèles économiques traditionnels qui sont très bons en période de non-changement rapide. Nous sommes dans une période de changement rapide et ça fait autant de questions supplémentaires posées aux économistes, à mon avis. Anne-Sophie.
Oui, donc pour rebondir là-dessus, moi c'est vrai que je finirais sur l'impact de la transition écologique. On en a parlé un petit peu avec la régionalisation, la relocalisation de la production. Il va y avoir un impact réel qu'on va vraiment subir les prochaines années, vraiment sur notre pouvoir d'achat et aussi sur notre pouvoir d'achat ressenti, ce qui est difficile pour nous parce que c'est vrai qu'on a moins de modèles pour modéliser, pour appréhender ça, mais qui est un élément vraiment très important. Pourquoi puisqu'il faut quand même le dire, aujourd'hui, la majorité d'entre vous présents ici, vous avez le pouvoir d'achat que vous avez en partie grâce à l'insertion sur la scène internationale de la Chine et le fait qu'énormément de biens de consommation de tous les jours ont chuté de prix de moins 10, moins 15%. Voilà, vous allez chez Ikea alors qu'avant, quand vous achetiez votre Buchevet, je pense que vous avez tous eu ça chez vos parents, c'était des années pour rembourser. Pour le textile, c'est pareil. Pour tous les biens d'équipement, c'est pareil. Donc votre pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat se base et c'est basé sur l'insertion de la Chine dans ces chaînes de valeur. Et aujourd'hui, eh bien, avec cette régionalisation, on ne sera plus du tout sur cette thématique-là et on va avoir une réapparition, une réaugmentation de tous ces biens qu'on avait intégrés dans notre pouvoir d'achat et dans notre mode de vie en général. Donc on ne payait pas pour l'alimentation, pour l'énergie, pour les biens d'équipement. Et donc la plus grande partie de notre revenu était allouée aux loisirs, aux vacances, en tout cas au logement, malheureusement aussi, parce que ça a beaucoup augmenté. Mais en tout cas, on va dire qu'on essayait d'allouer un maximum de notre revenu à ce qui était plutôt plaisir, ou en tout cas liberté, on va dire, de vie. Et là, il va y vraiment avoir un phénomène important sur les prix qui ne va pas se baser sur du jour au lendemain, on ne pourra plus manger, on pourra plus, mais par le fait qu'on pourra peut-être moins voyager, qu'on n'aura plus accès à tous les biens et la société de consommation qu'on a eue, et que ça aura un véritable impact, à mon sens. On n'est pas vraiment prêt. Je vais vous laisser sur cette phrase pour un petit peu méditer. C'était donc une phrase de Vladimir Poutine qui expliquait pourquoi, de toute façon, il gagnerait la guerre. Ça commence mal. Ça commence mal, mais je vous que c'est la dernière. En disant pourquoi il allait gagner la guerre contre l'Occident, il disait de toute façon, étant donné qu'ils voudront toujours partir en vacances et faire des courses, eh bien moi, mon peuple n'a pas du tout cette vocation. Je pourrais donc remporter la guerre sans aucun problème. Bon, ça sera juste après l'apéro qu'on va repenser à ta phrase. Eudes, synthèse conclusion aussi, un petit mot pour terminer avant Yanis et puis Michael. Il n'a pas parlé de vin, Vladimir, non, donc ça oui. tout va bien. Non, pas grand-chose à rajouter. Voilà, moi je suis vraiment dans le petit commerce. On parlait d'inflation et vous disiez qu'effectivement, tout à l'heure, l'inflation finalement depuis 30 ans, il n'y a pas eu grand-chose. Moi, les petites récoltes, qui est un vin iconique chez nous, qui est sorti en 95, c'était à 2 € à l'époque, enfin 19 francs 99, donc 2 €. Et aujourd'hui, c'est 5 €. Donc en 30 ans, c'est quand même pas... c'est pas énorme. On peut pas... Voilà. Voilà. Ça reste raisonnable. C'est pas à votre niveau, je suis désolé, mais c'est très bien. Petit vin de tous les jours. Puis ça donne envie d'y aller. Yanis, est-ce que tu es client Nicolas d'abord, Yanis, parce que c'est le truc le plus important ce soir. Moi, grand client de chez Nicolas, et d'ailleurs, grand merci à tout votre personnel qui a de très bons conseils à chaque fois que je me rends dans leur boutique. Donc, là, mais c'est très aperçu sincère. dans la poche, tout va bien. Non, mais c'est très sincère. À chaque fois que je rentrais aux États-Unis, je ramenais ma bouteille de vin à mes amis, conseillés par des sommeliers français. C'était comme ça qu'on brillait en société. Donc pour peut-être recentrer mes petites recommandations pour des acteurs économiques en ce qui concerne les moyens de paiement, c'est vraiment de constater qu'on est sur un paysage qui est très dynamique et très fragmenté entre les différentes solutions, et donc il est vraiment important de comprendre quelles sont les attentes et les demandes de consommateurs pour réaliser en fait tout le potentiel qu'on a lorsqu'on est un acteur économique, et pas nécessairement aliéner une partie de sa clientèle potentielle en faisant des choix tels que d'avoir un commerce cashless, qui est d'ailleurs illégal en France mais pas illégal aux États-Unis, ou d'avoir un commerce card only ou cash only. Bon voilà, tu seras ministre un jour, je suis sûr. Michael, synthèse, conclusion également, avant de passer à l'autre partie de la soirée. En synthèse, je pense qu'en fait, on ne sait plus. En vrai, si on est un tout petit peu honnête, on joue avec beaucoup de modèles. Jean-Claude Trichet le disait à l'instant, on a des modèles économiques qui ne sont pas forcément adaptés à ce qui se passe. On a parlé de valeurs travail, on a parlé de valeurs sociétales différentes, on a parlé de recentralisation et de régionalisation des économies. En fait, en réalité, je crois qu'on ne sait plus. On ne sait pas. Donc, je pense que la seule chose qu'il faut apprendre à faire, j'ai un ami qui dit toujours, quand les événements vous échappent, feignons de les avoir organisés. Donc, en réalité, c'est mieux que Poutine, ça. C'est encore mieux. Et en fait, je pense que le message, c'est de dire il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui
sont passionnantes, mais qui sont à la fois du coût et de la charge pour les entreprises. On joue avec des données qu'on ne connaît plus, qui sont surprenantes. Donc il faut simplement être agile et prêt à tout changer et faire un virage à 180 degrés, même quand on n'y a pas pensé.